Le barrage. Dans ma famille, le voyage de noces était une tradition à laquelle il aurait été inconcevable de déroger. Nous considérions que la réussite de l'entreprise présageait la plus ou moins bonne fortune du mariage. Mon arrière-grand-père avait passé 2 jours à Cambrai avec mon arrière-grand-mère chez une cousine mercière. Il avait acheté à sa femme un service de nappe en dentelle, était monté au beffroi, avait éprouvé un vertige affreux et était revenu s'enfouir dans un village de betteraviers picards qu'il n'avait quitté que pour mourir dans la Somme, coupé en 2 par un shrapnel. Mon grand-père, en pleine Seconde Guerre mondiale, était parti à bicyclette avec ma grand-mère pour relier Gênes à Marseille. Il racontait avoir désespéré un soir de trouver trace humaine entre Nice et Juan-les-Pins, ce que nous avions le plus grand mal à croire quand, 60 ans plus tard, nous roulions sur la côte massacrée par le surpeuplement et l'exhibition des corps. Mon père avait fait visiter le Cambodge à ma mère. Quand elle avait perdu sa dent de porcelaine dans sa soupe aux fleurs de lotus, elle n'avait plus voulu ouvrir la bouche avant de regagner Siem Reap et de trouver un dentiste. Leur union avait été ainsi inaugurée par un long silence qu'il s'était ensuite chargé de combler. Ma sœur était partie avec mon beau-frère dans la Galice espagnole, plongée dans l'univers des fées et des légendes celto-ibériques, comme elle l'avait claironné. Ils étaient revenus 2 jours plus tard, affreusement abattus, pestant contre l'enlaidissement de la côte par les pavillons et les baraques à frites. Mon beau-frère avait dit « On est allé chercher le roi Arthur et l'enchanteur Merlin, on s'est retrouvé chez le roi Merlin. » Et ce mot nous avait alertés sur une propension au calembour dont nous eûmes ensuite à souffrir sans discontinuité. Marianne et moi nous étions rencontrés aux langues orientales dans le début d'une année dont la perspective me décourageait. Elle achevait sa thèse de langue japonaise et j'avais déjà remarqué dans la foule des couloirs ses yeux noirs, bridés, très écartés, encochant un visage pâle auquel des boucles rousses conféraient un air cadavérique. Je donnais mon cours de civilisation russe dans la pénombre d'un matin de janvier, devant un parterre d'étudiants dont le seul point commun avec moi était de se demander ce qu'ils faisaient là. Elle avait fait irruption dans ma salle de conférence, croyant rejoindre sa propre étude. Elle avait reculé, bredouillant des excuses. Je l'avais invitée à s'asseoir. Je ne sais pourquoi elle avait accepté ou obéi. Les élèves avaient tourné la tête, elle avait rougi, j'avais donné ma leçon pour elle. Il s'agissait d'une analyse des contacts entre les Cosaques de la conquête de l'Extrême-Orient russe et les chamans de la taïga. Prodigieusement emmerdant, me confia Marianne 3 semaines plus tard. On s'était mariés en avril, et quand les gens nous demandaient comment nous nous étions rencontrés, je répondais que Marianne s'était trompée de porte. 6 mois de dévoration continue ne nous avaient pas lassés. Fidèle à la tradition familiale, j'avais accueilli Juillet en posant la question du voyage de noces. Nous décidâmes du Yunnan chinois. Le choix avait procédé d'un débat ardent. Nous étions au lit, un dimanche de grande médiocrité météorologique. « La Russie », avais-je dit. « Tu as vu comment s'habille Poutine ? Les Russes sont dingues, et c'est trop grand. On va se perdre. »« Mais je connais bien la région, moi. »« Justement, il nous faut du nouveau. À tous les deux, » avait-elle dit. « Le Groenland, » avais-je dit. « Trouve-toi une Savoyarde qui porte des fourrures polaires. »« Le Japon, » avais-je hasardé. « J'aurais l'impression de réviser mes cours. »« Et le Pakistan, » avait-elle dit. Depuis un séjour au Maroc, j'avais contracté une aversion pour les terres d'islam, où les femmes rampent, écrasées de la culpabilité d'exister, assommées par des soleils d'enclume et le regard des hommes fiévreux de frustration. Jamais les mecs te materont comme une pute parce que tu ne t'enfouiras pas sous un sac en toile de jute. La Chine alors? Oui, mais où? Le Yunnan. Le mot signifiait le sud nuageux et avait suffi à conquérir Marianne. Elle avait une théorie sur les régions subtropicales. On vit dans un brumisateur naturel, c'est bon pour le teint. En outre, nous trouvions sain de mettre 10 fuseaux horaires entre le désir de nous chérir et une famille adorablement envahissante. 15 jours avant le départ, Marianne apprit par cœur le Tao Te Ching, et quand je m'endormais sur elle, en nage, après l'amour, il n'était pas rare qu'elle s'ébrouât pour me susurrer. Il vaut mieux ne pas remplir un vase que de vouloir le maintenir plein. Quand elle citait de mémoire ses chinoiseries, elle prenait toujours l'air entendu des sages, contraints de masquer l'hermétisme des tirades sous des expressions d'initiés.
Nous consacrâmes la veille du départ à acheter d'amples vêtements blancs au comptoir des cotonniers, car Marianne avait lu dans les relations des voyages d'un père capucin sur les routes de l'Empire céleste que c'était la tenue la plus appropriée pour se mouvoir dans les touffeurs de l'après-mousson. Je lui achetai le Voyage d'une Parisienne à Lhasa d'Alexandra David-Nel, mais elle me fit remarquer le soir même, après la lecture des premières pages, combien l'exploratrice puait l'acariâtre et usait d'un ton de donneuse de leçons, et, remisant le livre dans la bibliothèque du salon, Marianne serra dans le petit sac à dos qui constituait notre bagage les poèmes de Paul-Jean Toulet, plus conformes à sa vision parfaitement désinvolte de l'existence. Elle oublia le livre dans l'infâme auberge de Kunming où nous fûmes dévorés de vermine, mais elle s'en consola quand l'autobus où nous avions trouvé place aborda les derniers lacets qui mènent à Phongdian, village des marches tibétaines que les glaçures des névés couronnaient à plus de 6000 mètres d'altitude. Le soir, des déchirures dans les cumulus bourgeonnants au-dessus des cimes laissaient entrevoir des pyramides couleur lavande. Un soleil pastel léchait les glaces avant de rendre le jour à la nuit. La suite fut l'enchantement dont nous avions rêvé. Il est rare en voyage de vivre des jours conformes aux idées que l'on s'était forgées avant les grands départs. D'habitude, voyager, c'est faire voir du pays à sa déception. Nous nous déplacions peu. Quand le parfum et l'aspect d'un village nous plaisaient, nous nous y installions 2 ou 3 jours. Les auberges étaient nombreuses et servaient une nourriture que le fleuve pourvoyait. La rumeur du Mékong nous devenait familière. Notre ouïe incorporait, jusqu'à l'oublier, l'énorme roulement des eaux. D'où vient que les rugissements d'un fleuve n'empêchent pas de dormir, là où les ronflements d'un être humain paraissent insupportables. Nous buvions des litres de thé jaune sur des terrasses en bois avancées au-dessus des écumes du Mékong. Les eaux charriaient les scories de l'Himalaya, barattaient la boue, et les alluvions teintaient le fleuve en ocre. « De la terre liquide », disait Marianne, hypnotisée par le courant. Je lui promettais des voyages futurs au bout de la course du Mékong, à 3000 kilomètres plus au sud, dans le delta vietnamien, où il faudrait se souvenir que nous avions vu le fleuve à sa naissance. Des fleuves, disait-elle, comme des hommes. Ils commencent leur vie en vagissant et la terminent calmement, acceptant la mer, c'est-à-dire la mort. C'est dans le Tao ? Non, c'est de moi. Le vert fluorescent des arpents de riz se mouchetait du fuchsia des turbans paysans. Les cultivateurs jouaient les équilibristes sur les rebords des parcelles. Certains labouraient les minuscules terrasses avec des buffles, attelés, dont nous nous demandions comment ils avaient fait pour les amener jusque-là, sur ces facettes, suspendues en plein versant. Des papillons géants se posaient sur la tête de Marianne, s'éventant lentement. Je trouvais bien laid le contraste entre la rousseur des cheveux et le turquoise des ailes, et me disais que les races servent à cela, préserver l'harmonie des couleurs. Sur les reflets de jais des chevelures chinoises, les camailleux des lépidoptères eussent été du plus bel effet. Nous passions mollement d'un village à l'autre, sur des petites pistes où des autobus s'enveloppaient dans des voiles de poussière rouge. La mousson préparait ses assauts. Pour l'instant, les cumulus jouaient à s'épanouir dans l'atmosphère comme les nuages de lait dans une tasse d'Earl Grey. D'immenses cathédrales ouatées s'amoncelaient vers le sud, déployaient leur boursouflure dans la fournaise du ciel, mais ne s'épanchaient pas. Il faudrait encore 2 ou 3 semaines pour que les outres crèvent. Des garçons à la proue de longues barques de bois pêchaient en lançant des filets avec des grâces de danseurs. Le soir, les tauliers des auberges nous préparaient le poisson et nous mangions en silence, dans l'odeur de la citronnelle dont Marianne s'aspergeait la peau pour lutter contre la férocité des moustiques. Il préférait sa peau à la mienne, et je pensais qu'ils avaient bon goût. Nous buvions des vins produits dans le Sichuan, en écoutant les insectes striduler dans la nuit tropicale, avant de faire l'amour sur les plages de sable rose, en hurlant notre soûl, couvert par les mugissements du fleuve. Un soir, sous le toit de bardeaux d'une auberge tenue par un immigré tibétain dont l'unique soin semblait de nous convaincre de la supériorité du thé au beurre rance sur le Darjeeling anglais, nous rencontrâmes Sonam. Il avait 30 ans et venait de Pékin. Son visage nous avait frappés, dans la petite salle du restaurant où les lampes à huile projetaient des reflets hésitants sur les estampes.
des pommettes taillées à la gouge, une peau burinée et des yeux noirs, carnassiers, contrastaient avec les douces faces d'albâtre des Han. Il enseignait le français à l'université de Kunming et avait accompagné pendant une semaine un groupe de touristes de Limoges. Il s'était approché de nous à la fin du dîner, demandant à voix basse si nous avions quelques livres en français à lui vendre. Nous avions égaré Paul Jean Toulet au début du séjour. Je lui offris mon roman de Mircea Eliade. Marianne, qui tenait à ses livres, ne parla pas de son exemplaire du Tao Te Ching. Nous l'invitâmes à boire le thé. Son âme s'assit et, s'exprimant timidement dans un français très assuré, il nous raconta sa vie. Ses parents étaient des paysans du Ganzhou prolétarisés dans les faubourgs de Pékin. Il parla de ses années d'université, de la fierté de sa mère quand il obtint son diplôme, de sa vie dans les rails de l'administration, de la grisaille d'une jeunesse provinciale dans les marches de la Chine et de l'espoir d'un voyage, un jour, en Europe. « Vous restez encore longtemps dans le Yunnan ?» demanda-t-il. « Jusqu'à lundi, dit Marianne. »« Voyage très court, dit son âme. »« Oui, mais loin, cela compense. »« Vous êtes allé au barrage des Trois Gorges ?» Il nous décrivit la région, grande comme les 2/3 de la France, que les autorités chinoises avaient décidé d'inonder il y a 20 ans pour construire le plus grand barrage du monde. Des milliers d'ouvriers avaient convergé des 4 points cardinaux du pays. Certains d'entre eux purgeaient là des peines de travaux forcés ou de relégation. Des baraquements en ciment avaient poussé sur les versants de la jungle, des villages de toiles de tente avaient recouvert les champs cultivés pour contenir les flots de l'armée des terrassiers. Des enfants étaient nés et se voyaient enrôlés, aussitôt en âge de brouetter. Le chantier digérait les hommes en Moloch insatiable, à la pelle, à la pioche, charriant la terre dans des paniers d'osier, l'immense marée humaine, à peine mieux équipée que les troupes des bâtisseurs de pyramides, à petits gestes d'insectes, avait commencé l'entreprise titanesque. On avait crevé la terre, arasé les reliefs, tranché le bois des forêts, canalisé les cours d'eau, élevé une muraille de retenue de 140 mètres de haut à la seule force des muscles. Les maîtres du grand œuvre savaient pouvoir compter sur l'inépuisable réservoir humain pour suppléer le manque de machines. Sur le chantier, des adolescents, des vieillards épuisés, des femmes enceintes obéissaient aux hurlements des contremaîtres, claquant comme des ordres de matons. Les lignes de train déversaient le ressac humain au fur et à mesure que les besoins de bras s'accroissaient. Dans l'effort collectif, on avait retrouvé l'enthousiasme des travaux de l'époque de Mao. C'était du moins ce que les médias d'État serinaient dans leurs bulletins. C'était l'un de ces chantiers prométhéens tels que l'Europe de l'Ouest, anesthésiée par ses régulations, tétanisée par ses doutes, intoxiquée de haine de soi, aurait été incapable de mener. Aux Trois Gorges, il s'agissait de rien moins que de retenir les eaux détournées du Yangtze-Kiang. Lui, le fleuve bleu, le dragon serpentin, aorte sacrée de l'Empire céleste, allait se voir étranglé, jugulé, asservi par la volonté des ingénieurs, des hommes politiques et du peuple, assoiffé d'énergie. Les Chinois s'enrichissaient, l'économie s'emballait, le pays prospérait et la demande en courant électrique explosait. La nation sous tension réclamait des kilowatts. La lumière s'était allumée au plafonnier de la nouvelle Chine. À Pékin, on voulait son assoin. Les autorités savaient que le peuple ne s'agiterait pas tant qu'il aurait de quoi s'éclairer, cuisiner le riz et se chauffer. Les dieux n'avaient pas prévu que le ruban nourricier de la plaine servirait un jour à faire tourner les turbines d'un barrage pour apaiser la voracité d'une nation obèse. L'eau des lacs de retenue couvrait d'un linceul la patience et le génie ancestraux des cultivateurs de rizières. Il ne restait plus rien de l'habit d'arlequin de ces campagnes rizicoles, de ces plaines pareilles à des vitraux. Elles avaient donné à la Chine sa civilisation, en forçant les hommes à inventer des systèmes de culture d'une complexité extrême. Des milliers de kilomètres carrés de marqueterie mémoriale avaient été engloutis. Des temples séculaires, des grottes ornées de fresques bouddhistes, des arpents de forêts primaires. Tout avait été noyé sous 40 milliards de mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, un peu de l'âme morte du fleuve cardinal de la Chine luisait d'une pâleur faiblarde dans le filament des ampoules que des millions d'humains allumaient à la même heure, le soir, dans leurs petits appartements, quand le soleil du Yunnan se flanquait tristement derrière les crêtes de l'Ouest
pour se masquer le désastre. Les autorités, dans leur infini respect de la personne humaine, n'avaient pas tenu à noyer les hommes. Près de 2 millions de cultivateurs avaient été déplacés, relogés dans des HLM de béton où ils pouvaient ajouter aux cataractes du barrage la fontaine de leurs sanglots. Comme le fleuve, ils n'étaient plus que des morts vivants, canalisés entre des murs. « Je veux aller voir ça, dit Marianne. »« Tu t'intéresses au barrage, dis-je. »« Je m'intéresse à toute force en puissance, dit-elle. »« Je peux vous accompagner. Je ne reprends les cours que lundi, dit Sonam. » Nous voyageâmes en autobus toute la journée du lendemain, à travers un pays montueux. Les collines étaient chevelues, la végétation oppressante et l'asphalte dans un état de décomposition avancé. Marianne dormit, je comptais les bornes kilométriques, Sonam flottait dans un songe. La ville de Sanduping, base avancée du chantier, avait fait les frais de l'explosion démographique. Il y régnait une atmosphère de claques. Des chiens se disputaient des pneus à coups de crocs, des clochards se peintaient à la Tsingtao sous des porches de bâtiments en ciment. Partout clignotaient les néons des clubs de billard, la ville puait la violence, même la poussière était chargée de nervosité. On voyait des putes derrière les vitres des bouges. Les plus charmantes bourgades se métamorphosent en cités de desperados aussitôt qu'une goutte de pétrole jaillit du sol ou qu'une pépite affleure. On chercha un taxi à la gare routière, au milieu d'une mêlée de bagnoles hurlantes. Sonam s'engagea dans une âpre négociation avec un chauffeur auquel l'opium n'avait laissé aucune dent et n'accordait que quelques heures de répit par jour. On monta dans la Subaru. Marianne poussa les cadavres de bouteilles sous le siège du conducteur. Il fallut subir 1 heure de lacet dans une odeur de vomi séché. « J'ai une surprise pour vous là-haut, » dit Sonam. Marianne et moi, abrutis de fatigue, avions cessé d'espérer arriver où que ce soit. Enfin, le chauffeur rangea la voiture. Au sommet du versant, nous dominions la mer. Elle était apparue, soudain, dans une trouée d'arbres, une immense nappe liquide posée sur le monde, un ciel d'argent à la renverse. Sonam murmura. « C'est l'une des vallées inondées. Ce lac, c'est l'avenir du sud de la Chine, la garantie de notre progrès. » C'est ce qu'il disait à la télé. Le chauffeur, accroupi devant le pare-choc de la voiture, fumait une cigarette. Il se foutait de l'avenir du sud de la Chine. Nous ne pouvions nous arracher à la contemplation de cet envahissement de la terre par le mercure. On devinait les anciens vallons, les combes, les échancrures et les festons du relief que les eaux avaient recouverts. L'eau s'était infiltrée dans la moindre faiblesse de la géographie. Sous le miroir avait vécu un monde, des bêtes, des plantes, des hommes, des dieux peut-être. Tout était mort. Vers l'ouest, fermant l'étendue, une immense barre de béton légèrement incurvée, hérissée de grues, recevait les rayons d'un soleil en déroute. « C'est le mur du barrage, » dit Sonam. « Ils ont inondé 1 million de kilomètres carrés de terrain. Il faut rentrer maintenant. » Nous reprîmes nos places à bord du taxi, le chauffeur fit demi-tour, nous traversâmes un hameau de 4 ou 5 maisons de bois que je n'avais pas remarqué à l'aller. Sonam fit arrêter la voiture. « Descendez !» De là également, la vue embrassait la flaque aluminium à 600 mètres sous nos pieds. « Ce village s'appelle Zhou, » dit Sonam. « Ça me dit quelque chose, » dit Marianne. « C'est le village natal de Lao Tse, selon la tradition. Vous savez, le vieux maître, le Tao Te King. »« Mais évidemment que je sais, » dit Marianne. « C'est inouï, je suis en train de lire le Tao Te King. »« Je sais, » dit Sonam. « Je l'ai vu dépasser de votre sac au restaurant hier. C'est même la raison pour laquelle je vous ai abordé. »« Quelle est la phrase que tu aimes tant, Marianne ?» dis-je. « Il vaut mieux ne pas remplir un vase que de vouloir le maintenir plein. » Oui, dit Sonam. C'est un beau fragment du maître. Il est bon de le prononcer ici, devant le barrage. Sonam regarda longtemps le lac. Le soleil était tombé et la pièce d'eau avait pris une teinte anthracite. Un profond silence s'épancha autour de nous, semblant sourdre de la nuit. La forêt ne bruissait d'aucun son.
Des lumières avaient été allumées dans les fermes autour de nous. Ces paysans, rescapés de l'engloutissement, se préparaient à dîner. Soudain nous sursautâmes. Son âme avait repris la parole. Dans ce village, un jour, Lao Tzu arrosait son potager avec ses disciples. Il était muni d'un petit arrosoir et passait de plante en plante avec lenteur et minutie. Un des garçons dit au vieux lettré, « Maître, pourquoi ne creusons-nous pas un petit canal pour irriguer tous les plants d'un seul jet ?» Lao Tzu releva le bec de son arrosoir, regarda son élève et lui dit en souriant, « Mon ami, jamais. Qui sait où cela pourrait nous mener ?»